Alors, bienvenue à cette session, ce deuxième webinaire de l'association Réseau DES France. Le sujet que vous avez choisi, conséquences du DES sur la troisième génération, correspond bien aux préoccupations des familles DES, comme en témoignent les questions que nous recevons par ailleurs. Donc, nous allons commencer par un résumé des connaissances actuelles sur les conséquences du DES sur la troisième génération. Et puis, nous répondrons aux questions. Certaines sont déjà arrivées et vous pourrez en poser comme il a été précisé à l'instant. On peut évaluer à 280 000 le nombre des petits-enfants DES en France, répartis en 140 000 nés de filles DES et 140 000 issus de fils DES. Pour le reste du monde, ce chiffre se situe aux alentours de 5 millions d'enfants de troisième génération, essentiellement aux États-Unis. L'âge de ces petits-enfants DES en France est inférieur à 52 ans, avec un âge moyen de 27 ans. Nous allons donc commencer par résumer l'ensemble des conséquences et nous tiendrons compte, comme il se doit dans ces sujets difficiles, nous tiendrons compte de l'exigence de qualité pour les publications. Nous verrons pourquoi plus tard. Ces études proviennent principalement de 3 pays. Les États-Unis, avec une importante équipe composée de membres de l'Institut de la santé américain ainsi que de l'Institut du cancer, qui suivent des cohortes de familles DES depuis maintenant plus de 30 ans et nous sommes en contact avec ces équipes. Deuxième pays, c'est la France, avec entre autres une vaste étude conduite par notre association, avec le soutien de la NSM, qui a débuté en 2013, avec des réponses à plus de 10 000 questionnaires très détaillés et qui ont permis depuis de nombreuses publications, dont 4 concernent la troisième génération. Troisième pays, ce sont les Pays-Bas, qui ont beaucoup publié aussi. C'est un pays où il a été prescrit beaucoup de DES par rapport à la population, et tout spécialement sur les sujets concernant les cancers. Alors maintenant, je fais appel à toute votre attention, car il est très facile de se tromper dans les différentes générations. Ça nous arrive souvent entre Nathalie et moi pour confesser ces difficultés. Nous distinguerons pour ces 3 générations, d'une part, les enfants des filles DES, d'autre part, les enfants issus des fils DES. Tout d'abord, enfants des filles DES. Et en commençant par leurs filles, donc les filles de ces filles DES. Première question. Est-ce qu'il y a plus de malformations de l'utérus? Cette question est pertinente puisqu'il y avait de nombreuses malformations chez leur mère, les filles DES. Eh bien, la réponse est non. Autrement dit, les petites filles DES n'ont pas reproduit les malformations de l'utérus de leur mère telles que les utérus en T. Cycle menstruel. Il a été observé plus souvent des règles irrégulières ou des retards de règles, ce qui en pratique n'a pas de conséquences sérieuses sur la santé et sur la production. Fertilité. Question souvent posée, il n'a pas été trouvé d'augmentation d'infertilité dans les études actuelles. Évolution des grossesses. 2 études ont évalué l'évolution des grossesses, une en France de notre part, une aux États-Unis. Il a été sur un total de 480 grossesses observées, on peut dire aujourd'hui, il y a des augmentations modérées, non significatives, des taux de grossesse extra-utérine, de fausses couches et d'accouchement prématuré. Non significatif en termes statistiques, ça veut dire qu'on
on ne peut pas en tenir compte. Donc ces résultats ne permettent pas de conclure qu'il y a une augmentation, simplement il y a un point d'interrogation et la réponse ne viendra qu'avec des études supplémentaires. En attendant, cependant, on peut dire que cette situation, clairement, n'a rien à voir avec les accidents d'infertilité et de grossesse très nombreux, comme vous le savez, chez les filles DES. Cancer. Une équipe française de Montpellier a publié le premier cas d'adénocarcinome à cellules claires, ou ACC. Vous savez, c'est ce cancer caractéristique qui se produit chez à peu près une fille DES, donc de deuxième génération, une sur 500 environ, et qui a été l'objet de nombreuses études. Alors, que dire devant un cas dans la troisième génération? Il faut quand même remarquer, c'est important, que ces filles-là, ces filles de troisième génération, ont dépassé, surtout aux États-Unis, le pic habituel de ces cancers qui est autour de 20 ans. En d'autres termes, s'il y en avait plus qu'un, on peut estimer qu'il se serait manifesté. Donc ce point est très rassurant et il faut rappeler que les cancers ACC se produisent aussi, en général, chez les femmes non exposées. Donc on garde en tête ce cas isolé, mais il n'y a pas de raison notable de s'inquiéter car ça se serait manifesté. Par ailleurs, pour la pratique c'est important, il n'a pas été observé d'augmentation des cancers du col de l'utérus, ni même de dysplasie. Ceci est important et signifie que le dépistage standard pour les cancers du col de l'utérus est adapté aux petites filles de Distilbène. Ce n'est pas le cas, comme vous le savez, pour les filles Distilbène de deuxième génération qui, elles, ont un dépistage particulier. Par ailleurs, à ce jour, il n'a pas été observé d'augmentation des cancers du sein ou des ovaires. Maintenant, nous passons aux fils des filles DES. Après 7 études sur ce sujet, on peut conclure qu'il y a une multiplication par 4 environ du risque d'hypospadias. Qu'est-ce que c'est que cette malformation? C'est que l'orifice urinaire se trouve non pas à l'extrémité de la verge, mais sous la verge. C'est une anomalie diagnostiquée dès la naissance, qui est prise en charge, qui n'est pas une grande anomalie, mais il faut dire qu'elle représente tout de même un marqueur le plus clair, le plus reconnu d'une transmission à la troisième génération. Troisième point, il faut regarder l'ensemble des enfants des filles DES. Et là, nous avions trouvé, avec 2 autres études, ce qu'on appelle une atrésie de l'œsophage. C'est une obstruction de l'œsophage qui se manifeste et se prend en charge dès la naissance. Donc, on la remarque tôt, elle ne risque pas de se manifester plus tard. Dans notre étude, il avait été observé aussi, et c'est la même chose pour l'étude américaine correspondante, une augmentation globale des malformations cardiaques. Mais il n'y avait pas d'augmentation très marquée, sauf pour une malformation qui s'appelle la tétralogie de Fallot. Nous arrivons maintenant à un point très important, toujours pour les filles et fils et FIDES, c'est l'infirmité motrice cérébrale, appelée aussi IMC. Il s'agit d'un handicap souvent sévère, avec troubles des mouvements et des postures. Notre étude de 2016 a trouvé que l'IMC était 10 fois plus fréquent chez les petits-enfants DES que dans la population non exposée. On connaît la raison de ces IMC, ils sont directement liés aux naissances prématurées et on sait, ça ressort de toutes les études et la nôtre bien sûr,
qu'il y avait précisément une forte augmentation de prématurité et de plus fréquemment, de prématurité sévère, c'est-à-dire parfois avant, jusqu'à autour de 28 semaines, voire avant. Donc, il s'agit de la complication la plus sévère. Elle a été l'objet de quelques actions judiciaires avec, dans certains cas, reconnaissance de ce lourd préjudice. Deuxième point, sur le plan psychomoteur, on a trouvé une augmentation du nombre de troubles de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, traduit en TDAH, qui associe à des degrés divers inattention, impulsivité et hyperactivité. C'est une étude américaine de 2018 qui a trouvé pour la première fois une augmentation de ce qui fait partie des troubles du développement, du neurodéveloppement plus précisément. Globalement, c'est une augmentation de 36%, et si on retient seulement les grossesses avec exposition au premier trimestre, ce taux augmente à 63%. Donc, c'est la première manifestation bien rapportée dans une étude qui correspond aux critères des études scientifiques. La question suivante est, est-ce qu'il y a une augmentation de l'autisme? Notre attention a été attirée par des études relativement récentes avec pour titre DES et autisme. Ces études françaises décrivaient des cas d'autisme à la deuxième, à la troisième et même jusqu'à la quatrième génération. Quand on regarde de près cette publication, il y a tout de même des choses très particulières, c'est que tous ces cas tenaient compte seulement de la description d'une seule famille, très particulière, puisqu'il y avait eu 11 enfants. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que la femme n'avait pas reçu de DES pendant ses grossesses, mais qu'elle les avait reçus après chacune de ces 11 grossesses au total, dans le but d'éviter la montée laiteuse. Donc, il y avait eu prise de 3 mois de DES, mais il y avait une très forte distance entre la prise du DES et les grossesses suivantes, naturellement, en termes de mois, voire années. Alors, j'avoue que j'ai trouvé ces observations très troublantes et j'avais du mal à comprendre s'il était réaliste de considérer que le fait d'avoir pris du DES des mois avant une grossesse pouvait être considéré comme le titre annoncé à tort d'exposition au DES in utero. C'était clairement, en tous les cas, pas in utero. Alors j'étais vraiment troublé au point de demander d'appeler au secours un généticien spécialisé de ces questions et qu'il s'avère, il a fait des recherches et il peut s'avérer que l'hypothèse sur laquelle reposait cette étude-là n'est pas acceptable. Hypothèse qui est d'ailleurs abordée. Les auteurs précisent bien que tout repose sur cette hypothèse, mais les études ont montré que si on dosait le DES qui reste dans le corps présent pendant 24 heures, mais il peut éventuellement se réfugier dans certains organes comme le foie parce que c'est le moyen d'élimination. Mais une étude très précise disait qu'au bout de 3 mois, on ne retrouvait que 1/1000 de quantité nécessaire pour avoir quelque efficacité, comme c'est fait lorsqu'on prescrit à quelqu'un qui en a éventuellement besoin du DES. Donc, on doit conclure qu'on ne peut pas retenir cette publication et donc il n'est pas démontré qu'il y a dans cette troisième génération, des cas d'autisme démontrés. Une autre endométriose maintenant. Il se trouve, c'est faire la jonction, puisque une autre publication de la même équipe et de la même famille avec
le même handicap majeur, c'est-à-dire prise en dehors des grossesses, a trouvé un certain nombre de cas d'endométriose pour la 3e et la 4e génération. Mais on se doit de ne pas retenir, on comprendrait bien pourquoi, cette publication, puisqu'il ne s'agit pas de DES in utero. En revanche, une étude toute récente américaine a trouvé qu'il n'y avait pas d'augmentation du taux d'endométriose pour la 3e génération. Par ailleurs, la même équipe américaine n'a pas observé de différence en ce qui concernait les orientations sexuelles chez les petits-enfants DES comparés à des témoins. Enfin, il n'a pas été trouvé non plus d'augmentation de problèmes de thyroïde. Alors, nous changeons maintenant et nous passons aux enfants des fils DES. Les études concernant les enfants des fils DES sont bien rares puisque nous n'avons pas trouvé d'autres études que celles de notre association en 2018 qui portait sur 405 enfants de fils DES. La seule augmentation significative concernait les malformations génitales chez les garçons, avec plus fréquemment des testicules non descendus, qu'on appelle aussi cryptorchidie, à la naissance, et plus fréquemment des pénis de petite taille. Il n'y avait pas d'augmentation des hypospadias, contrairement à ce qui avait été observé chez les fils des filles DES. Il est important de noter qu'il n'y avait pas non plus d'augmentation des autres malformations cardiaques et digestives telles qu'elles étaient observées chez les filles DES. Un mot maintenant sur la 4e génération. On se doit d'observer qu'aujourd'hui, aucune étude fiable n'a observé d'atteinte de l'espèce humaine au-delà de la 3e génération. Il faut cependant noter que chez l'animal, c'est surtout chez la souris, il a été observé des malformations et des tumeurs génitales chez les mâles et les femelles pour cette 4e génération. Donc c'est une alerte, mais il faut rappeler que sur le plan génétique, il y a pour chaque nouvelle création lors de la fécondation, il y a un mécanisme bienveillant de remise à zéro des messages des générations précédentes. Il se trouve que la qualité de ce mécanisme varie selon les espèces et il se trouve que chez l'animal, cette espèce de verrou qui empêche des transmissions est moins efficace apparemment que dans l'espèce humaine. Donc prions pour que ce qui est observé chez la souris ne soit pas observé chez l'homme. C'est le cas jusqu'à maintenant. En tous les cas, il n'y a pas d'études d'anomalies démontrées de la 4e génération. Ceci amène à se poser la question de la transmission de ces effets du DES à la 3e génération, puisque clairement, il y a le plus typique, c'est l'hypospadias qui est présent dans notre 3e génération. Il y a 2 mécanismes qui sont proposés, mais qui restent toujours des hypothèses, puisqu'on n'a pas pu démontrer clairement quel était celui qui était prédominant ou seul actif. Si on imagine bien une grossesse d'une fille DES, elle a donc son embryon, le fœtus, dans l'utérus, mais en regardant de plus près, ce fœtus a déjà dans ses petits ovaires et testicules des cellules souches qui vont donner plus tard des ovocytes et des spermatozoïdes qui sont, eux, à l'origine de la 3e génération. Donc, on a en quelque sorte
une exposition directe à la troisième génération, sous cette forme préalable de cellules souches. Donc ça, c'est une première modalité. La deuxième fait appel aux modifications qu'on appelle épigénétiques. C'est-à-dire que les gènes ne sont pas variables, on ne peut pas les modifier, heureusement d'ailleurs, sauf accidents qui donnent des conséquences claires le plus souvent. En revanche, il peut y avoir assez facilement des modifications qu'on appelle épigénétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas le gène qui est modifié, mais le message du gène qui pourrait avoir un effet sur la quatrième, voire les générations suivantes. Et c'est là qu'on fait appel, pour l'instant, à cette sécurité qui est meilleure chez les humains que chez les souris pour expliquer qu'il y a des anomalies observées pour la quatrième génération chez la souris. Alors, que retenir de cette longue énumération? Les effets les plus clairs se trouvent chez les enfants des filles DES, avec, on rappelle, augmentation des hypospadias, des malformations de l'ésophage, des malformations cardiaques et augmentation des syndromes TDAH parmi les troubles de neurodéveloppement. Deuxième conclusion, l'effet le plus sévère est l'augmentation des infirmités motrices cérébrales, mais il est lié très précisément à l'augmentation de la prématurité, situation qui ne concerne plus, sauf bien sûr naissance prématurée, la troisième génération. Enfin, les complications de grossesse, grossesse extra-utérine, fausse couche et accouchement prématuré, les augmentations sont très modestes puisqu'elles ne sont pas significatives et il est quand même souhaitable de poursuivre les recherches pour s'assurer qu'il n'y a pas, sur un nombre plus important de grossesses observées, d'accidents. Je note que vous pouvez retrouver ces informations que là je viens d'actualiser pour vous dans notre guide qui est accessible, comme vous savez, dans notre site que vous connaissez bien, des-france.org. Et enfin, je vais pousser un petit cocorico, je suis très heureux de vous signaler que ce guide, qui est disponible sur le site, a fait l'objet d'une récompense qui est le prix Prescrire, qui nous a été décerné en octobre dernier. Voilà, j'en ai fini et maintenant je vais passer aux questions écrites que j'ai déjà reçues.